Mon oncle est venu vivre chez nous après sa retraite et a retrouvé un journal intime que j'avais écrit adolescente. Je m'appelle Julie, j'ai 38 ans, mariée depuis 12 ans à François et nous avons deux enfants. Une vie normale, bien rangée, du moins en apparence. Tout a basculé, ou plutôt tout a commencé à basculer le jour où mon oncle Raymond est venu s'installer chez nous. Raymond, c'est le petit frère de mon père. Il a toujours été le plus fantasque, le plus libre, le plus à part de la famille. Un peu bohème, un peu philosophe, toujours avec une guitare ou un livre sous le bras. Il a longtemps vécu en Martinique, puis au Sénégal, et maintenant qu'il prenait sa retraite, il voulait se reconnecter à ses racines. Il n'avait pas d'enfant, jamais été marié, et je crois qu'il était un peu seul. Alors quand il a demandé s'il pouvait rester quelque temps chez nous, je n'ai pas hésité. Je me suis dit pourquoi pas, c'est temporaire, c'est de la famille. François n'était pas très enthousiaste, mais il m'a suivi et les enfants, eux, l'ont tout de suite adopté. Ils l'appelaient Tonton Ray. Il leur racontait des histoires africaines ou jouait du tambour avec eux dans le salon. Il y avait dans l'air comme une énergie nouvelle depuis son arrivée. Mais ce que je ne savais pas, c'est que Raymond allait réveiller en moi des souvenirs que j'avais soigneusement enterrés depuis longtemps, très longtemps. Tout a commencé un samedi matin. Il pleuvait, je me souviens très bien. J'étais dans la cuisine à préparer un gâteau au citron pour le goûter. Quand Raymond est arrivé, l'air intrigué, tenant un vieux cahier dans ses mains. Un carnet à la couverture rigide, bleu nuit, un peu jauni sur les bords. Julie, regarde ce que j'ai trouvé dans le grenier, dans un carton marqué vieux papier. Tu sais à qui ça appartenait? Je l'ai regardé, puis j'ai regardé le carnet et j'ai senti mon cœur rater un battement. Je l'ai reconnu tout de suite. C'était mon journal intime, celui que je tenais entre mes 13 et mes 16 ans. Le carnet dans lequel je déversais mes émotions, mes colères, mes amours imaginaires, mes délires d'ado et aussi mes secrets les plus sombres. Donne-moi ça high edge un peu trop vite, trop sèchement même. Il m'a regardé surpris. Oh, c'était à toi? Je ne savais pas. Je l'ai un peu feuilleté. Je suis désolée. Je croyais que c'était un roman ou un carnet d'écriture. Tu écrivais déjà très bien à cet âge-là. Je ne savais pas quoi dire. Mon visage brûlait de honte, de peur et d'une drôle de nostalgie aussi. Ce carnet, je l'avais complètement oublié, et voilà qu'il ressortait maintenant entre les mains de mon oncle. Je l'ai pris, je suis montée dans ma chambre et je me suis enfermée. Je me suis assise sur le lit et j'ai commencé à lire. C'était comme ouvrir un coffre de souvenirs. Des pages pleines de fautes mais pleines de sincérité. J'y parlais de mes journées de collège, de mes disputes avec mes parents, de mes rêves d'avenir, et puis plus loin à partir de la page 87, j'ai vu les pages les plus secrètes, celles que je redoutais, celles que même adulte je n'avais jamais relues. J'y racontais un malaise que j'avais ressenti pendant plusieurs mois à l'époque à cause d'un autre oncle, le frère de ma mère cette fois, qui venait nous rendre visite et qui avait des gestes un peu trop insistants. Je n'avais jamais su comment en parler. Alors, je l'avais écrit noir sur blanc. Je me suis arrêtée net. Mon sang s'est glacé et une question m'a hantée immédiatement. J'eus cours R et moi a-t-il lu? Est-ce qu'il est tombé là-dessus? Je suis redescendue. Il était assis sur le canapé avec ma fille sur les genoux en train de lui apprendre un rythme sur un petit jambé. Il m'a lancé un regard neutre, souriant, pas accusateur, pas gêné, mais je ne pouvais pas m'empêcher d'avoir un doute. J'ai attendu que les enfants aillent jouer dehors. Puis je suis venue vers lui. Raymond, tu as lu jusqu'où dans ce carnet? Il m'a regardé puis a posé doucement le jambé sur le sol. J'ai lu peut-être une vingtaine de pages. Tu avais un style très vivant. Et puis j'ai vu que c'était personnel. Alors j'ai refermé. Pourquoi? Tu n'as pas vu de choses, disons, dérangeantes? Il a froncé les sourcils, puis il m'a dit non, pas vraiment. À moins que tu ne parles de cette page où tu écrivais que tu aurais aimé fuguer et partir en Afrique vivre dans un village avec les tambours. J'ai esquissé un sourire nerveux. Ah oui, peut-être que c'est de ça que je parlais, mais j'ai vu dans ses yeux qu'il n'était pas dupe. Il savait qu'il y avait autre chose, mais il ne voulait pas m'obliger à parler. Ce soir-là, je n'ai pas dormi. J'ai relu le journal en entier, et plus je le lisais,
plus je sentais remonter en moi une colère enfouie contre ce vieil oncle, contre mes parents qui n'avaient rien vu, contre moi-même qui n'avais jamais osé en parler, et aussi une sorte de soulagement. J'avais retrouvé cette part de moi-même que j'avais abandonnée, cet ado qui criait en silence dans un carnet, cette jeune fille qui avait survécu. Le lendemain matin, à l'aube, j'ai trouvé Raymond dans le jardin en train de méditer. Je me suis assise à côté de lui. Raymond, je crois que je dois te dire quelque chose. Il a tourné la tête vers moi sans rien dire. Juste un hochement doux, une invitation. Et alors, pour la première fois depuis plus de 20 ans, j'ai parlé. Je lui ai tout raconté, pas en détail, juste l'essentiel, le malaise, le silence, le poids, et le fait que je n'en avais jamais parlé à personne. Il a écouté sans m'interrompre, sans juger. Puis il a posé sa main sur mon épaule. Je suis désolée que tu aies vécu ça. Tu sais, parfois les journaux intimes retrouvent leur chemin vers nous pour une raison. Peut-être que celui-là voulait simplement te rappeler que tu es plus forte que ce que tu crois. Je n'ai rien dit, mais j'ai senti les larmes couler et elles m'ont fait du bien. Après avoir parlé à Raymond ce matin-là, j'ai eu la sensation étrange d'avoir ouvert une porte intérieure, une porte que j'avais scellée depuis des décennies. Je suis restée assise un moment dans le jardin, les pieds nus dans l'herbe humide, à observer le soleil se lever doucement sur notre de citronnier. J'étais encore bouleversée, mais soulagée d'avoir parlé, et surtout d'avoir été entendue sans être jugée. Mais très vite, une autre réalité m'a rattrapée. François ne savait rien, et moi-même, je n'avais jamais pris le temps de m'interroger sur l'impact de ce que j'avais vécu. Pourtant, tout ce que j'avais lu dans ce journal mentait encore. Mes difficultés à faire confiance, mes silences au lit, mes sursauts quand quelqu'un me touchait par surprise. Et si tout ça, ça venait de là? Et si, sans le savoir, j'avais porté cette blessure dans mon couple, dans mon corps, dans mes choix de femme, de mère, de partenaire? Je suis rentrée à la maison. Les enfants dormaient encore. François, lui, était déjà dans le bureau en visioconférence avec un client. J'ai hésité à frapper. Je suis restée là dans l'encadrement de la porte à l'observer. Concentré, sérieux, les sourcils froncés. Il avait toujours été un homme stable, raisonnable, prévisible. Ce que j'avais aimé chez lui à l'époque, ce que je trouvais parfois étouffant aujourd'hui. Je suis partie préparer le petit déjeuner comme tous les matins, mais en posant la tasse de café sur la table, j'ai eu un vertige. Le monde autour de moi n'avait pas changé. Pourtant, tout était différent. Raymond est descendu 1 heure plus tard. Il m'a regardé avec tendresse, comme s'il savait ce que j'étais en train de digérer. Puis, après le petit déjeuner, il m'a prise à Pars dans le couloir. Julie, je vais te dire quelque chose et tu en fais ce que tu veux. Je t'écoute. Ce que tu m'as raconté hier, ce n'est pas juste une anecdote de ton adolescence, c'est une blessure. Et les blessures, même anciennes, peuvent s'infecter si on ne les soigne pas. Tu devrais parler à quelqu'un, à un vrai professionnel, pas juste à moi. J'ai croisé les bras. Une partie de moi voulait résister, dire ça va, c'est passé, je gère. Mais une autre savait qu'il avait raison. J'y réfléchirai, ai-je simplement répondu. Il a hacké, puis a ajouté en me fixant. Et tu devrais aussi en parler à François un jour. Ce un jour est devenu une obsession. Pendant toute la semaine qui a suivi, j'ai tourné autour. J'ai failli le faire 3 fois, mais chaque fois je reculais. François, lui, ne comprenait pas pourquoi j'étais distante. Il pensait que c'était à cause de Raymond qu'il jugeait envahissant. Il m'a même dit un soir, « Écoute, je sais que c'est ton oncle, mais je commence à trouver qu'il prend un peu trop de place dans cette maison. » J'ai eu envie de répondre non, François. Ce n'est pas Raymond qui prend trop de place. C'est mon passé que je n'ai jamais osé inviter dans notre couple, mais je me suis tue. Et puis un soir, Raymond est venu me trouver avec un carnet dans la main. Un autre, pas mon journal, un carnet neuf. Tiens, c'est pour toi. C'est quoi? Un carnet de présents. Tu as beaucoup écrit sur ton passé. Peut-être que tu pourrais commencer à écrire sur ce que tu veux maintenant. Pour toi, pas pour les autres. J'ai pris le carnet, je l'ai gardé sur ma table de nuit plusieurs jours, puis une nuit d'insomnie, je l'ai ouvert et j'ai commencé à écrire sur mes peurs, sur mes désirs, sur mon couple,
sur la femme que j'étais devenue et celle que j'avais envie de redevenir. Et plus j'écrivais, plus je sentais que quelque chose se réorganisait en moi. 2 semaines plus tard, je me suis décidée. François venait de rentrer du travail, fatigué. On avait couché les enfants, on était dans le salon. J'ai pris une profonde inspiration. François, j'ai quelque chose d'important à te dire. Il a levé les yeux de son téléphone, mon carnet bleu nuit, pas celui de mon adolescence, celui de maintenant. Je lui ai tendu. Lis la page 3. Il l'a regardé, intrigué. Puis il a commencé à lire. Je l'ai regardé. Son visage s'est figé, puis s'est adouci. Il a posé le carnet et il a dit simplement « Je ne savais pas ». Moi non plus, je ne réalisais pas à quel point ça avait laissé une trace. Il a pris ma main longuement. Merci de me l'avoir dit et je suis désolée si j'ai contribué sans le savoir à renforcer ce silence. C'était un moment fragile mais essentiel, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti que nous pouvions reconstruire quelque chose ensemble, sur une base plus vraie. Le lendemain, j'ai pris rendez-vous avec une psychologue spécialisée en traumatisme de l'enfance, et j'ai commencé un travail lent mais nécessaire. Raymond, lui, est resté encore 1 mois. Puis un matin, il est venu me voir avec sa guitare sur le dos et une carte de la Côte d'Ivoire à la main. Je pars. J'ai une amie qui tient un centre culturel à Abidjan. Il cherche quelqu'un pour faire des ateliers d'écriture. Je crois que c'est le bon moment pour moi. J'ai souri, ému. Tu es sûr? Toi, tu as ouvert ton passé. Moi, je vais ouvrir un avenir. On est quitte. Non. Je l'ai serré dans mes bras. Longtemps. Il m'a glissé à l'oreille. N'oublie jamais, les blessures parlent, mais on peut leur apprendre une autre langue. Depuis son départ, ma vie a changé. Lentement, mais profondément. Je continue la thérapie. J'écris toujours tous les soirs. Mon couple lui aussi évolue. Ce n'est pas parfait, mais c'est plus honnête. Et ça, c'est déjà énorme. Quant à mes enfants, je les regarde grandir avec une attention différente. Je leur parle, je les écoute. J'essaie de leur transmettre ce que j'aurais voulu recevoir à l'époque, le droit de parler sans honte. Et chaque fois que je passe devant ce carnet bleu nuit sur mon étagère, je me souviens que parfois, il faut oser ouvrir une vieille page. Pour enfin écrire la suivante point, quelques semaines après le départ de Raymond, la maison a retrouvé son rythme normal. Mais ce rythme n'avait plus tout à fait la même musique. J'avais changé. Mon regard sur ma vie, sur moi-même, sur mon couple était plus lucide, plus tendre aussi, mais surtout plus réel. François me regardait différemment, pas comme une femme fragile qu'il fallait ménager, mais comme une femme qui avait traversé quelque chose de lourd et qui avait survécu. Nous avions des conversations plus profondes, moins automatiques. Il m'écoutait avec attention, parfois même en silence, ce qu'il ne faisait jamais avant, et ça faisait du bien. Je continuais à écrire. Mon carnet s'était rempli page après page de pensées, de souvenirs, de rêves. C'était devenu un espace à moi, presque sacré. Je l'ouvrais chaque soir comme on ouvre une fenêtre dans une pièce trop longtemps fermée. Mais la vie, avec sa drôle de façon de tester nos avancées, m'a vite confrontée à une épreuve inattendue. Un jour, en allant récupérer les enfants à l'école, je suis tombée nez à nez avec mon oncle Paul, celui dont j'avais parlé dans mon ancien journal intime. Il était là, devant la grille, tenant la main d'un petit garçon. Son petit-fils m'a-t-on appris plus tard. Je ne l'avais pas vu depuis 20 ans. Mon cœur a bondi dans ma poitrine. Mes mains se sont mises à trembler. Un goût amer m'est monté dans la gorge. Il m'a regardé et j'ai vu qu'il m'avait reconnue aussi. Mais il n'a rien dit. Il a juste fait un petit signe de tête comme si de rien n'était. Comme si tout ce qui s'était passé n'était qu'un rêve. Une petite poussière du passé. Moi, je suis restée figée quelques secondes, puis j'ai baissé les yeux et j'ai pris la main de mon fils. J'ai marché jusqu'à la voiture en silence, mais une fois à l'intérieur, les larmes sont montées. Je ne pleurais pas de douleur. Je pleurais de rage contenue, de cette violence silencieuse qui se réveille quand le passé vient s'imposer dans le présent sans demander la permission. Le soir même, j'ai écrit 10 fois page dans mon carnet, pas pour me plaindre, pour poser cette colère, la canaliser, pour ne pas la laisser m'engloutir. Et puis j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais imaginé faire 6 mois plus tôt.
J'ai parlé à mes parents, je l'ai appelé. Ma mère a répondu, sa voix douce et polie toujours. Allô, ma chérie? Maman, il faut que je te parle de quelque chose d'important, très important. Elle a senti le ton grave et elle m'a écouté. J'ai tout raconté, pas dans les moindres détails, mais assez pour qu'elle comprenne ce que son frère avait fait, ou plutôt tenté de faire, et ce que moi j'avais gardé dans le ventre pendant toutes ces années. Il y a eu un long silence au bout du fil, puis sa voix brisée. Pourquoi tu ne m'as rien dit, Julie? Parce que j'avais peur, parce que j'étais une enfant, parce que je pensais que personne ne me croirait. Elle a pleuré. Longtemps et moi aussi. Mon père a repris le téléphone ensuite. Il était sidéré, en colère, triste, mais pas une seule fois il ne m'a remise en question. Il m'a juste dit: Tu as été très courageuse, Julie, et je suis désolée de ne pas avoir su te protéger. Le week-end suivant, ils sont venus à la maison. On s'est assis tous les quatre dans le salon. Mes parents, François et moi, les enfants, étaient chez une voisine. On a parlé comme jamais. Ma mère a avoué qu'elle avait toujours trouvé Paul bizarre, qu'elle avait senti que je te parle de quelque chose d'important, très important. Elle a senti le ton grave et elle m'a écouté. J'ai tout raconté, pas dans les moindres détails, mais assez pour qu'elle comprenne ce que son frère avait fait, ou plutôt tenté de faire, et ce que moi j'avais gardé dans le ventre pendant toutes ces années. Il y a eu un long silence au bout du fil, puis sa voix brisée. Pourquoi tu ne m'as rien dit, Julie? Parce que j'avais peur, parce que j'étais une enfant, parce que je pensais que personne ne me croirait. Elle a pleuré, longtemps et moi aussi. Mon père a repris le téléphone ensuite. Il était sidéré, en colère, triste, mais pas une seule fois il ne m'a remise en question. Il m'a juste dit: Tu as été très courageuse, Julie, et je suis désolée de ne pas avoir su te protéger. Le week-end suivant, ils sont venus à la maison. On s'est assis tous les quatre dans le salon. Mes parents, François et moi, les enfants étaient chez une voisine. On a parlé comme jamais. Ma mère a avoué qu'elle avait toujours trouvé Paul bizarre, qu'elle avait senti d'autres femmes à parler comme tu m'as aidé à le faire. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Quelques mois plus tard, j'ai lancé un petit cercle d'écriture thérapeutique dans ma commune. Une fois par semaine, des femmes jeunes ou âgées, mariées ou célibataires, blessées ou simplement en quête de sens, se retrouvaient dans la bibliothèque municipale. On écrivait, on partageait, on écoutait. La première fois que j'ai lu un extrait de mon journal d'adolescente devant elle, j'avais les mains moites. Mais à la fin de la séance, une femme d'une cinquantaine d'années s'est approchée de moi, les yeux brillants, et m'a dit: Votre histoire m'a libérée. Moi aussi j'avais un secret et ce soir, je vais enfin oser l'écrire. J'ai su à cet instant précis que le cercle était complet. Aujourd'hui, je continue ma vie. Je suis toujours mariée à François. On a nos hauts et nos bas, mais il y a entre nous une vérité nouvelle, une transparence qui n'existait pas avant. Mes enfants grandissent. Je leur apprends chaque jour l'importance de la parole, du respect, du consentement. J'essaie d'être une mère présente, mais surtout une mère qui écoute. Et dans mon armoire, il y a 2 carnets. L'un bleu nuit, Johnny, témoin de ce que j'ai subi et caché. L'autre, plus récent, témoin de ce que j'ai reconquis. Je les garde tous les deux, car ils me rappellent que nous ne sommes jamais réduits à nos blessures, mais que nos blessures font partie de l'histoire que nous écrivons et que nous avons le pouvoir de transformer. Voilà la vraie leçon que m'a laissée Raymond, sans le savoir en retrouvant ce vieux journal. Ce que la honte a enfermé, la parole peut libérer. Et ce que le passé a volé, l'écriture peut reconstruire.